Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Emmanuel Macron était en déplacement au Brésil la semaine dernière à l'occasion de la COP30. L'occasion aussi pour lui d'évoquer l'accord du Mercosur en des termes positifs, aux grandes dames de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, qui a tenté de rassurer les agriculteurs hier dans les colonnes du JDD en insistant: la France ne signera pas un texte qui les condamnerait. En attendant, la 30e conférence de l'ONU sur le changement climatique se poursuit à Belém et on en parle avec l'économiste David Kella. Bonjour. Bonjour David Kella, merci d'avoir accepté l'invitation sur Sud Radio. Vous êtes économiste avant tout, vous êtes réputé pour quelqu'un de très sérieux et très rigoureux. Donc on ne va pas rentrer dans la polémique puisque le président des États-Unis dit que le réchauffement climatique ne va pas conduire à l'extinction de l'humanité. Moi, ce que je voudrais aborder plus précisément avec vous aujourd'hui, c'est les enjeux économiques. Est-ce que le néolibéralisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui sur cette planète, dans cette globalisation, peut avoir un lien, une incidence ou une conséquence sur le dérèglement climatique? Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre néolibéralisme et dérèglement climatique? Oui, bien sûr. La raison est simple. Le néolibéralisme, c'est finalement laisser le marché organiser l'essentiel de la production des ressources. C'est-à-dire qu'on va produire là où ça coûte moins cher, notamment dans les pays en voie de développement, mais on ne va pas prendre en compte dans cette décision les coûts climatiques, le fait que l'électricité soit très carbonée. On va regarder simplement le coût du travail, les normes sociales et écologiques, et donc ça pousse chaque pays à baisser ses normes sociales et écologiques, et donc c'est pas bon pour le climat. Ça veut dire quoi? Que priorité, j'allais dire, aux intérêts financiers, on produit dans tous les sens, bilan carbone, on transporte, on déplace, et sans jamais se soucier de l'impact que ça peut avoir sur la nature? C'est-à-dire que le principe du marché, c'est d'aller là où les coûts sont les plus faibles. Et donc forcément, alors c'est pas que financier, bien sûr, il y a une composante financière, c'est-à-dire que derrière, il y a des intérêts financiers qui décident d'aller produire en Chine ou ailleurs. Mais il y a aussi, et c'est un peu le souci, c'est aussi un intérêt du consommateur, parce que en fin de compte, quand on produit dans des pays qui ont une énergie décarbonée, qui ont des normes sociales et écologiques plus élevées, du coup, ça va forcément coûter plus cher, parce qu'il y a plus de redistribution de richesses auprès des salariés, par exemple. Et donc là, il y a une contradiction fondamentale, et le néolibéralisme joue là-dessus, entre l'intérêt du travailleur d'un côté et l'intérêt du consommateur de l'autre. Autrement dit, vous voulez dire que la dérégulation est le principal ami du dérèglement climatique. On dérégule l'économie et on dérégule le climat. C'est-à-dire quand je disais pour faire des profits financiers, le commerce d'abord, le marché, le libre-échange, et puis après moi le déluge. Parce que à un moment donné, ces décideurs, ils savent bien qu'il va y avoir un impact sur l'environnement. Ils font comme s'ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'il y a un peu un dogme néolibéral et des contraintes institutionnelles. Par exemple, dans l'Union européenne, dans l'OMC, les États se sont engagés à des processus de libéralisation depuis très longtemps, depuis les années 80, et ils ont du mal, on va dire, à remettre en cause ce processus, et donc ils essayent de compenser les effets climatiques de cette décision fondamentale en réalité en mettant en place d'autres modalités qui du coup seraient compatibles avec le néolibéralisme. C'est le principe de la taxe carbone, de la compensation carbone aux frontières. L'État aussi est amené à subventionner massivement tous les projets de décarbonation. Donc en fait, on met l'État au service de cette production décarbonée au nom du climat, mais on ne remet pas en cause finalement la contrainte première, de mon point de vue en tout cas, qui est la contrainte néolibérale, libre-échange, dérégulation, etc. Alors pour autant, entre ceux qui nous prédisent l'apocalypse dans quelques mois ou quelques années et ceux qui veulent circuler, il n'y a rien à voir, tout ça c'est des phénomènes naturels qui ont toujours existé, il n'y a pas de danger pour l'humanité. Est-ce qu'il y a un juste milieu où il y a quand même des paramètres précis dans la production industrielle au-delà duquel on peut commencer à s'inquiéter avec un impact concret sur l'environnement, sur le climat? Alors, personnellement, je ne suis pas climatologue, donc je ne peux pas me positionner sur les dangers du changement climatique. Moi, en tant qu'économiste, ce que je peux dire, c'est que, bon, de fait, quand même, je suis scientifique et je lis un peu les rapports qui sont donnés par nos Je m'en collègues doute, c'est pour ça que je vous pose la question. Climatologues, et je suis quand même convaincu, de fait, il y a un réchauffement climatique, on le voit dans toutes les statistiques, donc je suis convaincu que ça va poser problème. En fait, mais d'un point de vue économiste, moi, ce qui me frustre le plus, c'est qu'on peut décarboner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inventer des technologies incroyables. On sait par exemple produire de l'acier de manière décarbonée, on sait se déplacer de manière décarbonée, on a les technologies présentes, seulement le problème c'est que finalement on n'a pas vraiment envie de le faire parce que on préfère ce modèle néolibéral et libre-échangiste. Et donc malgré le fait qu'on ait les moyens,
comme ça coûte de l'argent, notamment au début, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un problème d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut mettre, on va dire, à la poubelle tout un ensemble d'investissements qui sont produits à base de charbon ou d'autres, et transformés par la production d'électricité nucléaire, la voiture électrique, les transports décarbonés. Tout ça, c'est techniquement possible, mais ça coûte cher, et notamment dans la phase de transition. Et donc, évidemment, c'est un peu regrettable que face à un danger quand même qui peut peser, non pas forcément sur nous directement, non pas dans 3-4 ans, mais quand même qui va poser problème dans une génération et pour nos enfants, je trouve que c'est assez inconséquent de ne pas agir alors qu'on pourrait tout à fait le faire. David Kella, dans l'échelle des fléaux, il y a 2 temps. Il y a les productions industrielles avec des gaz à effet de serre, donc ça c'est vraiment la pollution chimique de l'atmosphère, et ensuite il y a le déplacement. Il faut déplacer des marchandises des pays où elles sont produites pour pas cher, pour les revendre pas trop cher ailleurs. C'est plutôt la majorité le grand danger est plutôt concentré sur la production, j'allais dire, de l'industrie chimique qui abîme l'atmosphère, ou c'est plutôt le déplacement, le transport, la mobilité des marchandises sur lequel il faudrait agir en premier? La mobilité, bien sûr, c'est carboné, et je veux dire, les avions, les paquebots, pas les paquebots, mais les porte-containers. Les containers, bien sûr. On transporte avec des porte-containers. Les camions, tout ça. Au carburant, rappelez bien, au carburant détaxé, le transport maritime. Oui, et puis pareil pour l'avion d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on encourage les grands mouvements économiques à déplacer des marchandises. Mais cela dit, pour remettre les choses en perspective, malheureusement, la production est première. La production agricole. C'est quand même elle qui fait. C'est quand même elle qui fait plus de mal. La production industrielle, l'acier, ça compte quand même beaucoup. Mais le problème, c'est que en fait, le souci de déplacement, c'est qu'on pourrait en fait tout à fait produire localement, et donc on pourrait se passer de tout un ensemble de déplacements, alors que la question de décarboner l'acier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus coûteux. Donc il y a 2 questions. Il y a qu'est-ce qui pèse le plus, et clairement la production pèse plus que les transports, mais aussi qu'est-ce qui est le plus facile. Alors dans les 2 cas, c'est difficile bien sûr, mais finalement on voit bien que si on veut apporter à nos concitoyens un projet un peu plus intéressant pour eux, il faut aussi leur dire qu'on va réindustrialiser, qu'on va reproduire localement, que notre agriculture va pas nécessiter des intrants du soja d'Amérique du Sud, qui est en plus du soja qui déforeste, et qu'on va essayer de produire nos propres fourrages pour les animaux et notre propre agriculture locale. Ça, bien sûr, c'est plus, comment dire, ça a plus d'impact, et c'est politiquement c'est plus facile à assumer. Le souci, c'est que en fait, on voit bien avec le traité de Mercosur, c'est qu'on fait l'inverse en fait, c'est-à-dire que on permet les flux d'échange. Et on dit en même temps qu'on veut décarboner, mais il y a quand même un peu une contradiction. C'est clair. Est-ce qu'au niveau européen, si on avait maintenu, on l'a abandonné depuis l'acte unique de 1986 grâce à M. Delors qui a dit on faut ouvrir le marché, si on avait maintenu la préférence communautaire, c'est d'abord des échanges à l'intérieur des 12, des 15, des 27, est-ce qu'il y aurait un impact sur le climat moins négatif que le fait d'importer ou d'exporter au bout de la planète des produits? Et si on restait entre nous, pas une forme de protectionnisme, mais essayer de consommer sur place ce que nous produisons sur place? Le fait est que l'ouverture aux échanges internationaux, c'est un choix politique. Alors, c'est pas une donnée de la nature. Et nous avons effectivement fait ce choix en 86. Alors, pas simplement pour la libre circulation des marchandises, mais aussi, et je pense que c'est encore plus mortifère, la libre circulation du capital. Parce que c'est du capital européen qui va investir en Chine, au Vietnam ou dans d'autres pays pour produire pour les consommateurs européens. Donc ça, c'est des décisions lourdes, bien sûr. Et il est évident que si on avait maintenu une politique industrielle européenne et la préférence communautaire dans le commerce, il est clair que nous aurions un bilan carbone meilleur. Voilà. Après, il n'y a pas que ça. Malheureusement, il faut aussi agir parce que si on produit localement mais avec du charbon, bien sûr qu'on va toujours émettre du CO2. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COP30? Vous vous souvenez de la COP21 à Paris avec Laurent Fabius, Ségolène Royal? Voilà, c'était le triomphe, la gloire. Le bilan a l'air assez mitigé, donc on en est à la COP30. On peut en attendre quelque chose quand même. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont prendre conscience que les mesures qu'ils doivent prendre, c'est pas une petite goutte au bout d'une aiguille, mais de vraies mesures douloureuses et courageuses? En fait, la conférence des parties, c'est ça parle. On parle de COP, mais c'est conférence des parties. Ça veut dire que tous les États se réunissent. Alors tous ceux qui adhèrent au processus, parce qu'on a compris que les États-Unis s'en sont retirés, pour essayer d'organiser des choses. Clairement, ça ne peut pas être satisfaisant parce que, en fait, c'est des processus qui sont fondés sur le principe de l'unanimité. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus rien. C'est-à-dire que
bien sûr qu'on ne peut pas attendre que les COP, à elles toutes seules, changent le monde. Mais elles permettent quand même d'avoir des engagements de certains pays, y compris de pays qui sont très pollueurs, comme la Chine, hein, qui a beaucoup investi justement dans la décarbonation de son économie, l'Europe bien sûr, et même certains pays producteurs de pétrole acceptent maintenant de dire que oui, effectivement, le pétrole, c'est une énergie carbonée, et puis ils essayent aussi de réorganiser leur économie pour se passer du pétrole et des ressources pétrolières. Donc, ces formes de discussion ne sont jamais des forums qui permettent d'obliger, et heureusement d'ailleurs, finalement, on ne peut pas obliger les États à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est le principe de souveraineté. Mais c'est un moment où on discute. Et cette discussion, je pense qu'elles sont toujours utiles et qu'on peut faire émerger des idées qui peuvent nous aider à accompagner la décarbonation. J'y venais justement. Est-il encore temps d'espérer? Parce que là, on s'est dit, bon, le temps que les décisions, vu le temps d'inertie et d'impact d'une décision politique, est-ce qu'il est encore temps d'espérer que, j'allais dire, nos gouvernants planétaires adoptent des mesures responsables? Oui, bien sûr. La Chine, pour la première fois, la Chine a baissé ses émissions. L'Union européenne, elle baisse ses émissions depuis très longtemps, la France aussi. Et y compris d'ailleurs quand on inclut dans le calcul des émissions le coût en CO2 des importations. Donc on arrive à être finalement, il est possible de décarboner. Et d'ailleurs, en passant, c'est important de le dire parce que ceux qui nous disent, eh bien, seule la décroissance peut permettre de sauver le climat, finalement, ils apportent une solution qui n'en est pas une parce que décroissance, ça veut dire baisse les revenus des gens, et donc on sait bien que politiquement c'est inacceptable. Donc il y a effectivement un entre-deux, une possibilité, non pas d'une croissance folle bien sûr, mais d'épargner au maximum les populations et leur capacité à consommer, tout en produisant de manière plus bénéfique pour le climat, en tout cas moins mauvaise pour le climat. Merci. Donc je pense que oui, voilà, il y a quand même des choses qui ont été faites. Merci beaucoup pour cet éclairage essentiel parce qu'on s'y perd un petit peu dans le COP30. À bientôt David Kella, merci beaucoup. Un concert philharmonique interrompu par des militants avec des fumigènes.